Alors, juste pour les quelques-uns d'entre vous qui se disent qu'il y a des trucs bizarres dans ce que je viens de dire et qui aimeraient savoir d'où ça vient. Jusqu'à l'an dernier, c'était à peu près explicable. À partir de cette année, le programme de PASS, qui passe, hélas, à cause de l'AS, a été réduit et vous avez donc un ensemble de cours sur la thermodynamique qui est devenu quasiment inexistant. Et pour comprendre pourquoi ça se produit, sans des explications abracadabrantes et farfelues, celles que vous trouvez sur Internet et dans certains livres de cours, d'accord, qui font appel à des forces, on va dire, allez, juste pour être gentil, presque mystérieuses, voilà. Ça, je pouvais l'expliquer les années précédentes. J'ai plus le temps de le faire. Mais la raison pour laquelle, la seule et unique raison pour laquelle la pression osmotique existe, pour laquelle on doit avoir une pression supplémentaire qui doit apparaître pour équilibrer les deux, elle ne vient que d'une seule chose, un seul moteur, le moteur principal de tout ce qui se passe dans l'univers, l'entropie. L'entropie, c'est une mesure, une forme de mesure du désordre. Et quand on s'intéresse à un composé en particulier, ici, le soluté, la manière la plus simple de mesurer son entropie propre à uniquement un composé, d'accord? Ou au solvant, là, puisque, non, le S c'est pour solvant, excusez-moi. Du solvant, la manière la plus simple de mesurer l'entropie d'un composé, en particulier dans un mélange, c'est de mesurer son potentiel chimique. Le potentiel chimique, c'est le mu que vous avez ici. Ce mu, c'est une mesure de l'entropie, une mesure particulière de l'entropie qui est appropriée à un composé dans un mélange. Et il se trouve que cette valeur, ce potentiel chimique, il dépend, vous le voyez dans la formule qui est tout en haut, dépend, pas linéairement, vous voyez que c'est un log, dépend de la fraction molaire de l'espèce. Quand on est dans le solvant pur, cette fraction molaire du solvant, elle est égale à 1. Log de 1, c'est égal à 0. On aura donc le potentiel chimique du solvant qui sera égal simplement au potentiel chimique de l'espèce pure, celle qu'on peut mesurer, voilà, elle est pure, elle dépend de la pression à laquelle on fait la mesure. C'est pour ça qu'il y a un P à l'intérieur. Par contre, le potentiel chimique du solvant dans la solution, lui, va dépendre toujours de XS de cette fraction molaire, mais qui sera inférieur à 1. Et j'espère que vous savez tous que le log d'un nombre inférieur à 1 a une valeur négative. Ça veut donc dire que le potentiel chimique du solvant dans la solution est plus faible que dans le solvant pur. Si ce potentiel chimique est plus faible, puisque l'entropie veut que l'on harmonise les potentiels chimiques, c'est la loi, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, on va devoir équilibrer les deux potentiels chimiques. Et pour équilibrer les deux potentiels chimiques, puisqu'il y en a un qui est trop faible, la meilleure solution, c'est d'augmenter la pression. Et augmenter la pression, c'est rajouter une pression à la pression atmosphérique. Pi. Donc cette pression osmotique, c'est juste pour ceux qui veulent tout bien comprendre, hein. Il n'y aura pas d'interrogation, il n'y aura pas de question sur ça. C'est juste que je ne veux pas que vous ayez dans l'idée d'aller trouver des explications à la noix sur Internet, Wikipédia et les autres. D'accord ? Elles sont fausses. La pression partielle, la pression osmotique est une conséquence directe, réellement directe, du deuxième principe de la thermodynamique. Rien d'autre. Pas de les molécules ont envie de, d'accord ? En particulier. Les molécules, elles ont envie de rien du tout. D'accord ? Donc voilà, c'était juste ce que j'avais ici. Donc, maintenant, quand même, cette pression osmotique, à quoi elle ressemble ? Le petit détail que je viens de faire là,
mine de rien, va nous donner des idées. D'abord, on sent bien, parce que j'ai vu précédemment, qu'il y avait cette fraction molaire qui intervient. S'il y a cette fraction molaire qui intervient, c'est que la quantité de soluté doit avoir de l'influence. Ceci étant dit, il n'y avait pas besoin de la diapo précédente pour s'en douter. Quand il n'y a pas de concentration, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Quand il y a une concentration en soluté, il se passe quelque chose. Donc, la concentration doit avoir un effet. D'accord ? Il y a une influence de la température. Ouais, il y a toujours une influence de la température, de toute façon. Ce serait à la limite facile à comprendre. Plus la température est élevée, plus il y a de l'agitation, plus il y a de l'agitation, plus il y a des chances qu'il se passe des choses au niveau de l'échange. D'accord ? Donc la température va intervenir. On la voyait intervenir dans les relations qu'il y avait précédemment. Et puis, vous l'avez vu, dans la relation qu'il y avait avant, on fait intervenir la constante de Boltzmann ou R. Encore une fois, c'est lié à la température. Quand on fait intervenir la température, le coefficient de proportionnalité de ce qui dépend de la température, c'est toujours K, la constante de Boltzmann. Parce qu'elle est intrinsèquement liée à ce qu'est la température. D'accord ? La température est liée à la constante de Boltzmann. Donc si on fait intervenir la température, on fait intervenir la température de Boltzmann. Pourquoi j'ai mis K ou R ? Vous vous rappelez, hein, R, c'est simplement la constante de Boltzmann fois le nombre d'Avogadro. Donc quand on a K, on s'adresse à des molécules, quand on a R, on s'adresse à des moles. Mais c'est la même chose. D'accord ? C'est la même chose. Eh bien, dans les faits, là, on a déjà tout. On a vraiment tout. Il n'y a rien d'autre, puisque la pression osmotique, c'est la concentration des solutés, R, la constante des gaz parfaits, et T, la température à laquelle on se trouve. En Kelvin, d'accord ? Prenez l'habitude de reconnaître les températures pour ce qu'elles sont. Quand on met un T majuscule, on sous-entend, en tout cas quand c'est bien fait, que c'est une température absolue, donc en Kelvin. Quand on utilise des températures dans une autre échelle de température, en particulier les Celsius, d'accord ? On a plutôt tendance à mettre θ, la lettre grecque, un O barré, d'accord ? Donc, prenez l'habitude de les reconnaître. Donc ici, on a une température en Kelvin. Le oméga, là, vous avez tous reconnu ce que c'était. C'est une molarité. D'accord ? Ça pourrait être une molalité, mais la plupart du temps, on utilise des molarités. Mais ça pourrait être une molalité. Ça ne changerait pas grand-chose. La plupart du temps. C'est bon ? Pourquoi c'est une molalité ou une molarité ? Mais les molarités, c'est pour un soluté. Vous avez vu que c'est un oméga ici. C'est donc une osmolalité ou une osmolarité. D'accord ? Parce que je peux très bien avoir plusieurs solutés dans ma solution. Donc s'il y a plusieurs solutés, je les additionne, j'additionne toutes ces concentrations et j'obtiens ce qu'on appelle une osmolarité ou une osmolalité. D'accord ? Voilà. Donc s'il y a un seul soluté, c'est sa concentration directement. S'il y a plusieurs solutés, vous prenez l'osmolarité, l'osmolalité, et vous avez le résultat. Je vais quand même détailler un tout petit peu. Alors, vous avez l'habitude maintenant, quand je pars dans un détail, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Mais ce n'est pas pour que vous sachiez forcément le refaire. Ça, je peux l'écrire un peu différemment. Une osmolarité ou une osmolalité, c'est la concentration fois le coefficient de Van 't Hoff. Le nombre de petits morceaux qui vont se trouver dans la solution. Une concentration telle qu'elle est écrite ici, c'est un nombre de moles divisé par un volume. Rien de nouveau ici. D'accord ? Dans le cas qui m'intéresse ici, c'est le nombre de moles total, tout ce qui se trouve dedans. C'est pour ça que j'ai rajouté simplement le T, histoire d'être clair. D'accord ? Donc I fois N, c'est le nombre de moles total qui sont présents en soluté. OK ? Parfait. Ça veut donc dire que pi fois V est égal au nombre de moles total fois R fois T. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est la loi des gaz parfaits. Mais la loi des gaz parfaits, cette fois-ci, qui s'applique dans un système liquide
de solution, et non plus dans un gaz. C'est quand même curieux de retrouver cette loi-là exactement sous la même forme, alors qu'elle a été établie pour les gaz, et de la retrouver ici pour les solutés dans une solution. Ben, en fait, c'est simple, c'est parce que les moteurs que l'on vient de voir là, d'accord, la diffusion, l'égalisation des pressions, l'agitation thermique, la constante de Boltzmann et tout le bazar, ce sont exactement les mêmes dans les gaz et dans les solutions. Ça vient uniquement, encore une fois, du deuxième principe de la thermodynamique. Comme on part du même moteur, c'est logique qu'on arrive exactement au même résultat. On obtient deux formules qui sont extrêmement semblables parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui évoluent exactement de la même manière. C'est logique. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier, et c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait ce détail-là. D'accord ? Parce que j'aurais pu rester sur la première formule, qui était là-haut. C'est que quand j'ai écrit, et vous le savez, pour la loi des gaz parfaits, quand j'écris cette formule-là dans la loi des gaz parfaits, je vous l'ai dit, attention, on travaille avec les unités du système international. Sinon, on va avoir des coefficients 1000 ou quelconques qui vont se balader à l'intérieur. Donc, dans le système d'unité internationale, les pressions, c'est en pascal. Donc, pi, ici, est en pascal. Les volumes, c'est des mètres cubes. N, c'est des moles, pas de problème. R, il est dans une unité du système international, 8,315. Ça, c'est la même valeur, elle ne change pas, elle n'a pas de raison de changer. Et le T, c'est des kelvins. Et c'est là que, normalement, vous avez dû vous rendre compte que ça ne semblait pas évident dans la formule qui était tout en haut, là-haut, qu'on était en mol par mètre cube. Mais oui, là-haut, on était en mol par mètre cube, pas en mol par litre. Si vous voulez utiliser des mols par litre pour l'unité de concentration des osmolalités, vous devez multiplier cette concentration par 1000, parce que normalement, dans la formule, on est en mètres cubes et non pas en litres. Donc, vous allez trouver dans les bouquins, et il me semble même, en tout cas c'était le cas il n'y a pas très très longtemps, quand j'avais vérifié la dernière fois sur la page Wikipédia qui parle de ce genre de truc-là, cette formule-là avec un 1000 qui semble sortir de nulle part. Il ne sort pas de nulle part ce 1000, il est juste logique. Les concentrations en molarité, molalité et consorts, on les donne en général de molarité, bon, je vais y arriver, de molarité et d'osmolarité, d'accord ? On les donne en général par litre. Mais si on veut les utiliser, on doit les avoir en mètres cubes, donc il faut multiplier ça par 1000. Mais on est bien d'accord, hein, ce 1000, c'est juste un facteur de conversion d'unité. Il ne fait pas partie de la formule en elle-même. C'est juste pour faire attention à ça. Mais faites-y vraiment attention, c'est important. Parce que sinon, au niveau du résultat, vous avez un coef 1000 d'écart. Et bien évidemment, s'il y a un sujet qui porte sur ça dans un examen, la personne qui va vous proposer les solutions, je ne la nomme pas, hein, mais évidemment que dans les solutions, il y aura une solution qui correspond à « j'ai oublié de multiplier par 1000 ». Ben oui. Évidemment. Parce que ce sera une erreur courante. Pas un piège, hein, une erreur courante. Ce serait un piège si je ne vous avais pas fait ça. Mais maintenant que vous savez qu'il faut y faire attention à cette unité dans les pressions osmotiques, vous n'avez plus aucune excuse si vous vous trompez. C'est bon ? Parfait. Donc en osmol par litre.